Bécanefer, bonjour, bonsoir, soyons le bienvenu de nouveau sur la plateforme de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous vous présentons, toujours dans le cadre de la culture noire, de l'Académie de la culture noire kémétique, nous vous présentons le journal du palmier dans les héros falsifiés et oubliés. Aujourd'hui, nous allons affronter spécifiquement un acteur principal de l'histoire noire, de l'histoire africaine, sans pour autant commencer l'histoire africaine dès ses débuts. Nous allons prendre un épisode très en particulier que nous allons essayer de débattre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre frère, Sen, Neb, pour quelques-uns, Kinkela Wamazulu Kufu Imhotep Atumra, de l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, nous allons marquer une pause. Aujourd'hui, nous allons arrêter le temps et retourner un peu dans le passé et célébrer, donner un tribut au maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga et à l'histoire d'Isaïr. Un personnage qui n'est pas seulement historique, mais un personnage qui a réussi dans les difficiles, dans l'impossible. Un personnage, un homme qui célèbre l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une nation, l'histoire d'une conquête, l'histoire d'une tentative, une histoire, l'histoire de l'authenticité, l'histoire d'une manœuvre, l'histoire d'un cri, l'histoire d'une espérance, l'histoire d'Isaïr. Nous allons essayer de rentrer dans le passé pour reprendre une démarche historique, pour comprendre le Congo qui naît au fait, non de la, les Zaïre qui naît non de la colonisation, mais plutôt du royaume Congo. Contrairement à ce qui nous a été enseigné, était une terre de prospérité, une terre convoitée par tous, une terre dont les habitants ont connu une vie difficile et encore connaissent. Mais cependant, une histoire déconnectée, une histoire déconnectée des différents aspects d'elle-même, au point où l'histoire du Congo, l'histoire d'Isaïr est devenue un long segment composé de petits tronçons d'histoire déconnectés les uns des autres, comme les boîtes chinoises, où chaque boîte contenant un autre, mais n'est pas conscient de ce qu'elle contient. L'histoire du Congo, c'est l'histoire de l'arrivée des Belges. Dans notre exercice d'aujourd'hui, nous allons plutôt nous caler dans la spécificité du début de l'histoire du Congo et d'Isaïr en comparaison avec, en parallèle avec l'histoire de Mobutu. Elle n'est pas une étude politique, mais plutôt une déclamation à titre philosophique, poétique à la limite, ou du griot, qui veut ramener les consciences sur un fait bien établi. Qu'en est-il du maréchal Mobutu aujourd'hui? Les cœurs, et mon cœur s'effondre quand j'entends parler de lui, que des insultes, des condamnations. On lui accuse de tout. Comme disait un frère comédien, même quand on n'a pas été en mesure, soi-même, par imprudence, par négligence, par faiblesse, de rapporter à manger à sa famille dans la tête du Zaïrois devenu Congolais, la faute est toujours de Mobutu. Mais essayons de rentrer dans l'histoire et voyons les différentes étapes
L'arrivée des colonisateurs a donné tout de suite l'élan, le départ pour la colonisation. La colonisation qui fait partie d'un plan bien défini qui a commencé depuis l'Égypte antique. La raison pour laquelle le peuple Congo s'est retrouvé dans le territoire du Tanécher, l'Intimasi, c'est parce qu'en fait, il fouillait l'avancée coloniale commencée depuis l'Égypte à une époque très lointaine. Eh bien, l'histoire va se répéter parce que c'est ce qu'elle fait, l'histoire. Elle se répète jusqu'à ce que quelqu'un ait assez de courage pour la changer. La guerre va recommencer. Cette guerre dont on ne parle jamais quand on parle de l'histoire du Congo, on dit, oui, nous sommes tombés en disgrâce, en esclavage. On dirait par punition divine. Et non, absolument pas. Le peuple Congo n'est pas tombé en esclavage par induction divine, mais plutôt par une situation injuste. Les colons arrivés au Congo, après avoir défait tous les autres empires du Tour, le Congo était pratiquement la selle, le centre de l'Afrique, le centre de Kachopa, le centre de Kama. Tous les autres empires avaient été vaincus, pour la plupart. Le Congo devait donc faire la guerre contre les Belges, les Flamands, les Anglais, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Hollandais, les Américains. Et il était seul. C'est ainsi, entre le XIVe siècle et le XVIIe siècle, une histoire oubliée, des mémoires oubliées, des héros oubliés, la guerre pour la lutte contre l'esclavage a duré près de 150 ans, sinon 200 ans. Mais il était difficile à l'Empire Congo tout seul. Restait les seuls à se défendre contre une machine de guerre perfectionnée à travers un système de ravitaillement. Parce que quand l'anglais était fatigué, il cédait la place aux Portugais. Quand les Portugais étaient fatigués, il cédait la place à l'Hollandais. Ainsi de suite, et le Congo tombe. Et nous rentrons donc dans la phase de l'esclavage. Le Congo est devenu une propriété belge. L'esclavage va laisser beaucoup de mots. L'esclavage, les abus de tout genre. Les abus de tout genre ont été commis sur ce peuple. Mais ici, je vais vous rappeler la thématique de Willie Lynch. Willie Lynch, lui, qui démontre comment on crée l'esclave, quels sont les procédés à travers lesquels on crée l'esclave. Et dans sa thématique, l'esclavage, c'est comme quand on dresse un cheval. Avant tout, on brise le cheval de son élan naturel pour l'adapter à un élan artificiel. Une fois que le cheval avait été brisé, une fois que toutes les résistances en lui avaient été rompues, eh bien, on libérait le cheval, tout en étant sûr qu'au moindre claquement de doigts ou au moindre sifflet, le cheval accourirait vers son maître. Eh bien, ça c'est l'histoire du peuple noir. Ça c'est l'histoire d'Isaïe. Ça c'est l'histoire du Congo. La colonisation n'arrive pas comme un cadeau, mais la colonisation achevait les dressages. Désormais, les Congolais étaient un cheval dressé qui n'obéissait et ne vivait que pour son maître. Les mains coupées, les habits de toutes sortes, les exertions n'avaient servi que de ça. Tout avait été planifié. Nous avons été victimes d'un drame. Afin arrive, lui, le maréchal Mobutu, le cheval indomptable, ou tout simplement, comme la nature le veut, on ne peut pas tout dompter, on ne peut pas tout dresser. C'est parmi tous ces chevaux qui avaient été mis là au dressage, un, parmi eux, n'a pas été dressé. Alors, n'exagérons pas, c'est pas qu'il n'a pas été dressé,
mais pas complètement. Nous devons les reconnaître, pas complètement. Ainsi donc, nous avons la contraposition des mains coupées. Là, nous avons les personnages avec des mains coupées. Et après, nous avons les flambeaux, ces mains coupées. Vous vous souviendrez de l'histoire des mains coupées, Congo. Eh bien, nous avons les flambeaux qui lui représentent proprement cette main qui avait été reprise, qui lui est devenue les zaïrs, les symboles de la liberté. Cette main coupée, jetée, oubliée, elle était le symbole du zaïr. Mais vous savez, comme dit lui-même le maréchal, dans un de ses vieilles interviews, quand l'indépendance avait été déclarée, un général de l'armée belge, de l'armée de l'époque, un Belge dit avant l'indépendance égale après l'indépendance. Pour les colons, avant l'indépendance devait être égal après l'indépendance. Mais les problèmes qui se posaient là étaient lui, le cheval mal dressé. Le cheval qui n'avait pas été complètement dressé, qui, juste après avoir été mis dans les sandales du colon, s'en retourne et crie à l'authenticité. En ce moment-là, commence une guerre contre lui, une guerre contre les Zaïres, parce que les Zaïres ne devaient pas aller où ils étaient allés. Bien des gens étaient inconscients de cette bataille. Aujourd'hui, nous avons vu l'Italie, nous avons vu la Grèce, Chypre, nous avons vu le Venezuela être complètement détruits. Dans combien de temps? 5 ans de guerre économique. Eh bien, vous devez comprendre que la guerre économique avait été créée, perfectionnée pour les Zaïres et c'est la personne du maréchal Mobutu. Malgré cela, il a été difficile à battre. Il ne pouvait pas la battre comme il a été le cas de Chavez et des autres leaders, comme il a été le cas du jeune colonel Kadhafi. Non, lui, c'était le maréchal Mobutu. Il fallait attendre sa vieillesse. Il fallait l'attendre, le voir malade pour enfin faire ce qu'il dit lui-même. Voilà, on a attendu ma maladie pour me poignarder au dos. Mais rentrons au vécu du maréchal. La grande lutte de la montée. L'indépendance, qui n'était pas vraie, mais nous avons connu, nous, aux Zaïre, quelque chose que nous ne trouvons pas partout. L'unité nationale. Les Belges, un tout petit pays encore aujourd'hui, les Flamands et les Wallons ne s'attendent pas. En Italie, les Italiens du Nord et du Sud ne se visitent pas. Il n'y a aucun pays du monde où on part d'une région, on va devenir commandant de l'armée, on va devenir maire d'une ville qui n'est pas la sienne. Partout dans le monde, on respecte. Cette loi existe, sauf dans les Zaïre. Les Zaïre étaient un cas à part parce que les Zaïre est l'intimatie. C'était un cas à part. Une réussite, un succès sur les plans naturels, l'unité nationale, qui était assurée. Et une fois cela avait été obtenu, il fallait maintenant commencer à la montée économique du pays. Il fallait créer les pays. Bien entendu, le maréchal, à ce moment-là, parlait sur un modèle occidental. Comme je le disais, c'est un cheval dont le dressage n'a pas marché. L'authenticité était son point fort. Mais voilà que les ennemis du peuple noir, ces mêmes qui nous avaient colonisés, s'étaient transformés en bons. Et voilà les loups s'étaient recouverts de peaux d'agneau et rentraient dans les poulaillers. Mobutu a fait ceci, Mobutu a fait cela, Mobutu a fait ceci, Mobutu a fait cela, des histoires. Dans les pays occidentaux, pour porter des accusations, il faut des preuves. Vous qui m'écoutez vous-même, quand vous êtes accusé, vous demanderez des preuves. C'est la Mobutu. Les accusations sont sans preuve.
Et les gens qui l'acquisent sont généralement les gens qui l'ont limité. Ils marchent comme lui, ils parlent comme lui, ils bougent comme lui. Mais cependant, on est dans les accusations. Qui a détruit ces pays? Eh bien, nous avons été pris au piège par l'ennemi. Nous avons pensé que nous apprendre au maréchal allait porter un résultat différent. Nous avons pensé, peut-être nous n'avons même pas pensé. Non, nous n'avons pas pensé. Nous avons subi. Pourquoi? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire pourquoi nous avons subi. Parce que les Congolais étaient un produit de dressage. Et comme un produit de dressage, il devait être psychologiquement lié à son maître. Pendant que le maréchal Mobutu criait à l'authenticité, pendant qu'il prêchait l'authenticité, le Congolais, lui, ne voulait qu'être comme son maître, bien que devenu zaïrois. En fait, il ne comprenait pas du tout l'authenticité. Tout ce qu'il voulait, lui, c'est, épouser une femme blanche, épouser un mari blanc, vivre comme les Belges, vivre comme les Blancs. Pouvoir dire aux Blancs, tiens, tu vois, je suis comme toi. Mais cela n'avait rien à voir avec les recours à l'authenticité. C'est faire accepter comme pour ce que l'on est, mais pas ce que les autres veulent que tu sois. Mais le problème, c'était que le peuple avait déjà été dressé. Et comme tout cheval, il ne voulait que plaire à son maître. Le cheval ne veut que plaire à son maître. C'est pourquoi ils font la course entre eux, se cassent les pattes, juste en portant leur maître sur le dos. Juste pour le plaisir de pouvoir dire, et voilà, j'ai gagné. Mais le cheval ne gagne jamais. C'est le maître qui gagne. Et une fois son service fini, c'est dans les tables qu'il rentre. C'est là où peut-être le travail n'avait pas été intensement fait. Mais que pouvait-il faire? Que pouvait-il faire? Que pouvait-il faire un seul homme contre des millions de Congolais qui ne voulaient absolument pas l'authenticité? Tout ce qu'ils voulaient, c'est devenir comme son maître. Ainsi donc, quand on prend les récits de Kimbangu où l'on dit que Kimbangu dit, quelque part dans ces récits que l'on rapporte du prophète Kimbangu, quand on dit que Kimbangu annonce que l'homme blanc deviendrait noir et que les noirs deviendraient blancs, peut-être qu'il faut bien réfléchir d'ici. Regarde aujourd'hui, l'homme noir était connu pour la sympathie, l'amour, la courtoisie, accueillir les autres, l'amour. L'homme blanc était connu pour sa brutalité, sa férocité, son manque d'amour. Qu'en est-il aujourd'hui? Et oui, l'homme blanc est devenu noir. Ils accueillent les autres. C'est peut-être l'image, mais disons, arrêtons-nous à cette image-là. Ils accueillent les autres, reçoivent les autres, vivent dans la prospérité. Où sont les noirs, pauvres, pleins de rancœurs, de haine, de jalousie, de mépris? Et oui, l'homme noir est devenu blanc et l'homme blanc est devenu l'homme noir. Nous n'avons pas une lecture correcte de ces récits. Ainsi donc, les haïrs ou l'authenticité, le maréchal Mobutu a créé l'unité nationale. Il s'est battu toute sa vie contre les ennemis du peuple noir, contre les ennemis d'Isaïe, pendant que eux, les peuples, étaient dans l'idolâtrie des mêmes ennemis que les maîtres, que le maréchal était en train de combattre. Ainsi donc, l'air détourné de cette voie n'était pas difficile. Il suffisait d'écrire quelques mots dans le journal pour que tous crient au Mobutu les voleurs. Aujourd'hui, tout le monde, la majeure partie des gens, ne comprennent pas encore
les maréchals, n'ont pas compris les maréchals. Un homme qui est né trop avant de son âge. Bon, les maréchals étaient destinés pour une autre génération, encore plus éveillée, pas celle dormante qu'elle a eu, disons, à guider. Que pouvons-nous dire de cette histoire? Que devons-nous comprendre de ces passés importants? Pendant que les maréchals faisaient la guerre, pendant que le maréchal a mis son énergie pour porter les Aïrois vers le haut, les Aïrois, lui, ne voulaient pas aller vers le haut. Il ne voulait que servir le maître. Il ne voulait que servir son maître. Comme l'on ne peut pas avoir des maîtres, il a choisi son maître. Et d'un côté, même si cela était le maréchal Mobutu, mais de l'autre côté, son oreille était toujours, sa conscience était toujours partagée. Et à la fin des comptes, il n'a pas pu faire le juste choix. On n'a pas pu honorer, comprendre la pensée, suivre. C'est lui qui n'était pour moi pas un président de la République. Non, la tradition africaine a une manière différente de gestion. N'est pas celle politique, mais qui est plutôt celui des chefs. Le maréchal Mobutu était un chef de famille, un chef des nations, et pas un président. C'est là qu'on trouve la différence. Il faisait les présidents quand il allait à l'étranger, mais dans les pays, comme sûrement vous ne pouvez pas les discuter, il était un père, un vrai père. Mais les enfants n'ont pas écouté. Les enfants ont été pris par les discours de l'étranger, où l'on accusait Mobutu de n'avoir, je ne sais pas moi, quelle fortune, pendant qu'on voulait éviter des années de pillages orchestrés par la Belgique et les autres États européens, dans ces mêmes pays, les Congo. Ça, on ne voulait pas en parler. C'est combien des années le Congo a été pillé par l'Europe, ça, on ne voulait pas en parler. Juste la richesse d'un président, la richesse d'un chef qui lui avait donné sa vie, avait donné son âme pour son pays, pour son peuple. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? La destination inchangée des peuples inconscients de leur situation ennemie mortelle, de tout sauveur complètement courbé et loyal au désir du maître. Où en sommes-nous? Au début. Nous sommes rentrés au début. Quand Mobutu dit, après moi sera le déluge, on a pensé autrement. Mais cependant, il avait tout simplement compris la nature de ce peuple et ce qui lui entendait, ce qui ferait de lui ses ennemis, qu'il lui prend pour amis. La communauté internationale, la presse étrangère a raconté des histoires pendant que lui ne sont jamais dit. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ces grands pays qui faisaient la fierté de l'Afrique entière. Les pays circonstants, tous voulaient venir vivre aux Zaïre. Un seul pays de l'Afrique où l'unité avait été acquise et conquise, où tous les peuples vivaient sous les toits d'un seul chef. Pas d'un chef en réalité, d'un seul père de famille. On lui a accusé de tous les maux. On a entendu, on a invoqué, on a prié son départ. Pris par enchantement, par les voix lucifériennes apportées par les vents venus d'Occident. Eh bien, ces bienfaiteurs qui, eux, étaient déjà la cause de notre malheur. N'oublions pas que le maréchal a dit se battre pour l'économie du pays. Mais un pays noir ne peut pas se développer. Lire la charte de l'impérialisme, c'est écrit. Il fallait combattre cela. Il fallait combattre cette tendance. Le Congo qui était devenu le centre de l'Afrique, tous les médecins, tous les grands universitaires de l'Afrique venaient
apprendre, étudier aux Zaïre. On était avancé dans la médecine. Non, non, cela ne pouvait pas plaire. Un chef unique et tout le monde, tout le peuple aimé. Non, tout cela ne pouvait pas plaire. Ainsi donc avait commencé une guerre économique. Une guerre économique et médiatique. D'un côté, on détruisait les finances à travers les instruments comme la Banque mondiale, l'FMI, pour détruire le pays. Et de l'autre côté, les médias étaient là pour ruiner la réputation, pour briser les liens qui liaient le maréchal Mobutu à son peuple. Et une fois que ces liens avaient été brisés, eh bien, c'était la fin. Mais pas seulement la fin du général, mais c'était la fin de tout le monde. Et aujourd'hui, voilà la situation. La misère. Non, pas la misère. Ça, c'est la prospérité des colons. Telle est leur nature. Ils ne partagent rien. Ils ne vous laissent rien. Cette vision, cette photo, pour eux, c'est l'objectif même. Mais ils ne vous le diront pas à travers les discours politiques qui parleront d'aide à l'Afrique, de bonnes intentions, des bontés, des prix Nobel donnés à gauche et à droite. Mais non, ce sont des menteurs. Combien de temps alors encore allons-nous continuer à tomber sous les charmes de ces menteurs? Et voilà, l'esclavage est rentré. Même pour les Congolais comme avant le XIVe siècle. Mobutu disait qu'après lui, nous serions rentrés aux années 20. Mais là, nous sommes rentrés au XIVe siècle. Et voilà. Nous devons apprendre à reconnaître qui sont nos ennemis. Et pour cela, nous devons nous dédresser, parce que nous avons été dressés, tel a été l'objectif de l'esclavagisme et de la colonisation. Quant au maréchal Mobutu, bon, nombreux pensent qu'il est coincé dans le limbo, dans un enfer pour ses fautes. Mais là encore, il y a quelque chose d'étrange. De la psychologie ou maladie de l'homme noir. Car il n'y a que les noirs qui finissent en enfer. Léopold, où est-il? Léopold, où est-il? Baudouin, où est-il? Tous ces grands colons que tous les noirs célèbrent parce que leurs noms sont mis dans les calendriers des festivités. À Noël, où sont-ils? Tous ces gens responsables de la mort de millions de noirs à travers l'histoire, où sont-ils? N'avez-vous pas donné leur nom à vos propres enfants? Adolphine, venue de Adolf Hitler, pour n'en citer qu'un. Eh bien, de la psychologie noire, les colons blancs, ceux qui ont massacré les Noirs, tués, perpétués, responsables de la situation des Noirs aujourd'hui, sont à célébrer parce qu'ils ont la peau blanche. Mais les géants noirs sont oubliés parce que le maître a dit de faire ainsi. Et oui, nous pouvons les bouder, nous pouvons dire ce que nous voulons, mais la vérité saute devant les yeux. La vérité saute devant les yeux. Et voilà, nous avons encore les chaînes. Peut-être pas entre les mains comme il s'agit de nos frères coincés en Libye, en Amérique, en Afrique, non, mais dans la tête. Dans la tête. La vengeance divine n'existe que pour l'Afrique. Et voilà, tel pays ont péché, les péchés des Congolais et les péchés de la Belgique. Les péchés des États-Unis. Les péchés de la France. Oh non, non, non. Ils ne payent pas. À que dis-tu là? Ils ne payent pas. Ils sont blancs quand même. Ce sont les cousins de Jésus-Christ. J'y sais. Ils ne payent pas. Entre dans la famille, écoute, on ne se fait pas du tort. Pauvres Noirs. Pauvres Congolais. Pauvres Zaïrois.
nous avons là une carte des bonnes années de 1904. En fait, nous ne sommes pas en 1904. Nous sommes allés au-delà. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la même situation. Et de ces pas, le futur est simple. L'Afrique, elle, continuera à résister, à exister. Mais c'est le sort des Congolais, des Zaïrois, des Africains. Nous oublions nos ancêtres. Nous oublions ceux qui tombent. Nous insultons ceux qui se sont bâtis pour nous. Parce que nous ne savons pas être loyaux. Parce que comme des chevaux qui ont été brisés, dressés, conditionnés jusqu'à la moelle épinière, nous n'obéissons plus qu'au maître. Eh bien, nous devons dire la parole fin à tout ça. Ce petit reportage qui est un hommage, un tribut au maréchal, est là pour nous inviter à repenser à notre situation, à nos avis, à nos points de vue. Et comme les maréchals, de les célébrer en rentrant dans l'authenticité noire, en retournant vers l'authenticité Congo, l'authenticité kémétique. Vive Kama, vive Kachopa, vive les peuples noirs. Ces messages ne seront peut-être pas compris par les contemporains, mais il sera pour les enfants, les descendants, pour ceux qui vont venir. Comme les paroles du maréchal Mobutu n'ont pas été comprises par ses contemporains, mais aujourd'hui, ils les sont par nous.